créer du sol, c'est littéralement ce qu'ont commencé à faire les plantes il y a environ 450 millions d'années. C'est grâce au sol qu'elles ont pu coloniser la terre, prospérer et aujourd'hui nous nourrir. Si tu veux un jardin riche et productif, tu dois être capable de recréer ce cycle naturel de régénération au sein même de ton jardin. C'est la raison pour laquelle la question du paillage est essentielle. Il va même être un allié précieux dans cette quête. Donc si tu es ici, c'est que tu te demandes probablement comment pailler ton jardin, quand le pailler, à quoi ça sert, quel paillage choisir, etc., etc. Dans ce podcast, on va répondre à tout ça. Vraiment, c'est le guide complet du paillage qui est aussi disponible en article. Si j'y pense, je mettrai le lien dans la description, sinon n'hésite pas à me le dire en commentaire et j'ajouterai le lien. Donc voilà, on va voir tout ça. Pense à t'abonner, pense à mettre un like, pense aussi à mettre cet article dans tes favoris, peut-être pour une autre fois, pour plus tard. Ce podcast, pardon, pas cet article. Voilà, on n'est pas sur une vidéo tuto jardinage, on est sur un podcast à écouter en jardinant, en travaillant, en faisant d'autres choses, en allant se balader. Donc n'hésite pas à te mettre tout ça de côté et je te donne rendez-vous donc un peu plus tard. Abonne-toi, etc., etc. Donc le paillage, on va voir tous les types de paillage, on va parler de tout ça, mais avant j'aimerais que tu n'oublies pas le principe de permaculture numéro 5 qui est utiliser et valoriser les ressources et les services renouvelables. Alors finalement, on va parler de plein de choses autour du paillage, je vais te donner plein d'indications, tous les types de paillage, mais n'oublie pas ce principe de permaculture qui dit qu'il faut utiliser et valoriser les ressources et les services renouvelables. Et au final, le meilleur paillage, c'est vraiment celui qui se trouve au plus près de ton jardin, si possible même à l'intérieur, au sein même de ton jardin. Voilà, c'est celui qui pousse naturellement, celui qui est produit naturellement dans ton jardin. Donc quand tu fais un design en permaculture, tu réfléchis à comment est-ce que je vais produire du paillage et donc voilà. Ensuite, donc, quels sont les avantages de pailler? On va démarrer avec un autre principe de permaculture qui dit que un élément remplit plusieurs fonctions et une fonction est remplie par plusieurs éléments. Et je ne vais pas rentrer en détail là-dessus. Je suis allé déjà en détail là-dessus plusieurs fois, donc le but c'est de dire que tu dois faire en sorte d'intégrer à ton jardin un maximum d'éléments, on va y arriver aujourd'hui, qui ont plusieurs fonctions. Donc c'est un peu comme si tu devais mettre des couteaux suisses dans ton jardin. Tu vois, tu mets un couteau suisse, avec le couteau suisse tu peux couper, tu peux découper, tu peux limer, tu peux faire plein de choses. Donc bonne nouvelle, le paillage c'est un excellent couteau suisse pour ton jardin et on va voir tous ses avantages. Donc le premier avantage du paillage c'est couvrir et isoler. Donc un bon paillage, il protège du froid, il protège du gel en fin de saison. En gros, il protège des variations de température. Il va atténuer les variations de température et il va diminuer les températures extrêmes, que ce soit du froid ou du chaud. Du coup, ça peut être un désavantage au printemps quand on veut que son sol se réchauffe, parce que si ton sol ne se réchauffe pas, les plantations, si tu fais des semis, voilà, un sol qui reste froid, et ben les plantes vont pas, les graines ne vont pas germer. Donc voilà, si tu veux pas qu'il y ait de mauvaises herbes, tu laisses ton sol paillé, mais si tu veux faire des semis de radis ou autre, et ben là on va essayer de réchauffer son sol et du coup le paillage devient, on va dire, des avantages, une contrainte. Voilà. D'ailleurs, j'en profite rapidement pour dire que l'été aussi, le meilleur paillage, c'est la mauvaise herbe. Donc des fois, on veut pailler en été. Moi, je conseille, au lieu de pailler, laisser pousser quelques herbes. Bien entendu, on va pas laisser pousser des herbes, des immenses, des grosses herbes. Voilà, on va laisser un espèce de tapis d'herbes sous tes plantes. Si tu as un potager, par exemple, avec des cultures de tomates ou autres, si au pied il y a quelques plantes, des pissenlits ou autres, on va chercher à les laisser et en fait elles vont faire un petit paillage
sous tes plantes, et du coup ça va avoir le même effet que le paillage, mais sans avoir à pailler tout simplement. Après oui, si la mauvaise herbe entre guillemets, elle est plus haute que tes tomates, voilà, là après ça devient un problème. Peut-être que ça serait bon de, pourquoi pas forcément l'arracher complètement, mais la couper, la tailler pour favoriser les plantes que toi tu veux conserver sur ton potager. Ensuite, deuxième avantage du paillage, ça va être de protéger et conserver. Donc le paillage, tout simplement, il va limiter l'érosion. Donc l'érosion, en gros, c'est quand le vent ou la pluie emporte ton sol, emporte les sédiments, la matière qu'il y a à la surface de ton sol. Donc le fait d'avoir un paillage, ça va empêcher toute l'érosion. Donc du coup, tu vas pouvoir conserver ta fertilité dans ton jardin, tu vas pouvoir conserver ton sol, et tout ça, ça va pas être emporté par le vent quand il fait sec et qu'il y a du vent et que ça emporte ton sol, ou quand il y a beaucoup de pluie, ça va ruisseler, et du coup voilà, ça protège et ça conserve de l'érosion. Troisième avantage, ça va être régulation, voilà, ça va réguler l'humidité. Ton paillage, il va donc avoir comme effet une réduction de l'évaporation dans un premier temps. Il va y avoir moins d'évaporation, vu que ton paillage il joue un rôle d'isolant. Il va limiter donc l'évaporation, il va conserver l'eau sous le paillage, l'eau va être conservée, et en plus il va préserver l'humidité, tout simplement. Tu vas moins avoir besoin d'arrosage parce que ton paillage il fait un peu éponge, et du coup il va préserver l'humidité. Donc tu vas, grâce à la réduction de l'évaporation et la préservation de l'humidité, tu vas avoir moins d'arrosage. Voilà, après, je voulais aussi parler d'un truc, mais je sais pas si ça vaut le coup, parce que là, ça va être un podcast très long, donc n'hésite pas à le mettre de côté, et mets un petit pouce, parce que c'est quand même pas mal de taf, tout ça. Donc, mais n'hésite pas à mettre un pouce, ça m'aide, et puis partage aussi à d'autres personnes pour inciter aussi les gens à pailler, tout simplement. Plus tes voisins mettront de la paille, plus ils mettront des arbres fruitiers, plus ils mettront des plantes, des fleurs, plus ça sera aussi bénéfique pour toi. Donc partage aussi la bonne parole autour de toi. Donc en gros, je vais en parler rapidement, mais plus il fait chaud en fait et venteux, plus il y a de la chaleur et du vent, plus ton jardin sèche vite. Ça, c'est un truc qu'on sait, tu vois. Ça va. Le vent est même plus dévastateur au niveau de la sécheresse que la chaleur. Bref, mais en gros, si il fait chaud, la plante, elle va pas faire de photosynthèse. Parce que, on va y arriver, ta plante, quand il fait chaud, en fait, elle se met en mode protection. Donc tu sais, elle a, comme nous, elle a des pores sur la peau qui lui permettent de transpirer et de respirer. Et en fait, quand il fait très chaud, la plante, elle va fermer ses pores, et du coup, elle va plus pouvoir capter de l'humidité dans l'air, elle va plus pouvoir respirer, et elle va donc bloquer aussi sa photosynthèse. Si en plus de la chaleur, tu as du vent, pareil, ça va assécher ta terre, et donc plus il fait sec, plus ta plante elle va se mettre en mode survie en fermant ses stomates, et pour conserver son humidité. Mais quand elle ferme les stomates, ces trous d'évaporation là, elle fait pas de photosynthèse. Donc quand elle fait pas de photosynthèse, elle pousse pas. Donc ça devient un cycle pas vertueux, mais un cercle vicieux, on va dire. Et du coup là, t'as de l'évaporation, t'as la plante qui pousse plus, et donc voilà. Donc je sais pas pourquoi je voulais parler de ça, je l'avais noté. Et puis voilà, tout simplement. Donc là, on va passer à un autre avantage, ça va être la fertilisation. Donc, tes plantes, elles décomposent de la matière organique pour nourrir le sol, et elles créent des nutriments pour les plantes. Voilà. Ton paillage fait ça. Donc, c'est aussi, il y a la vie microbienne qui intervient. La vie microbienne, elle rend ton sol fertile. C'est pas la matière organique qui va rendre ton sol fertile, mais c'est la vie de ton sol qui va rendre
qui va décomposer les nutriments, parce que ta matière organique, si elle n'est pas décomposée, eh ben, il n'y a pas de nutriments qui sont libérés, et du coup, tes plantes ont beaucoup moins d'engrais, on va dire, naturels. Donc, la vie du sol, elle permet aussi la décomposition, et elle met les nutriments à disposition de ton sol. Donc, quand tu pailles, tu vas automatiquement créer une vie microbienne plus riche, et donc un sol qui est capable de digérer, on va dire, de transformer la matière organique en nutriments pour tes plantes. Donc ça joue aussi le rôle de fertilisant. Le paillage, il joue aussi un rôle fertilisant, même si c'est essentiellement de la matière organique qui est carbonée, de la matière sèche qui contient beaucoup de carbone mais très peu d'azote, très peu de nutriments. Quand même, certaines matières, comme on le verra plus tard, sont composées d'azote, mais surtout le paillage, il va apporter de la vie, il va permettre à ton sol de rester riche en vie microbienne, et donc de faire ce cycle des nutriments. Autre avantage du paillage, ça va être tout simplement, d'ailleurs ça aurait dû être le premier avantage, c'est la limite de pousse des mauvaises herbes. Tout simplement, un paillage, ça limite la pousse des mauvaises herbes, tout simplement parce que ça bloque la lumière. Du coup, ça diminue, il y a moins de plantes qui vont germer. Comme on disait aussi au printemps, si tu laisses ton sol paillé, le sol va pas forcément se refroidir. Donc, du coup, les graines de mauvaises herbes, elles vont pas germer tout de suite. Donc, ça va te faire moins de désherbage. Donc le paillé, c'est bien parce que ça permet de moins désherber. C'est pour ça que c'était un petit peu à la mode, que c'est rentré dans les mœurs aujourd'hui. Avant, c'était pas trop ça, mais dans le monde du jardinage, du paysage, on s'est dit ouais, le paillage c'est bien parce que on a moins besoin de désherber. Donc du coup, c'est comme ça que c'est un peu rentré dans les habitudes. Aujourd'hui, on voit c'est de plus en plus utilisé, et c'est bien, mais voilà, il y a tout plein d'avantages autres que limiter la pousse des mauvaises herbes, mais ça en fait quand même partie. D'ailleurs, en parlant de désherbage, j'ai fait un podcast complet qui s'appelle Comment désherber son potager en permaculture, je crois. Pareil, si tu veux, je te mettrai le lien en description, et si je l'ai oublié, tu me le dis en commentaire. Où vraiment, là, je te dis la philosophie du désherbage en permaculture. Et voilà, c'est un podcast à écouter pendant que tu désherbes, pendant ces longues heures de désherbage, surtout le liseron par exemple. Tu peux écouter ce podcast, et ça va t'aider à diminuer un peu cette corvée, quoi. Et puis tout simplement, le dernier avantage, ça va être le côté esthétique. Ça va tout simplement embellir ton jardin. C'est toujours joli, un beau paillage. Enfin, moi je trouve ça joli. Même du foin ou de la paille, il y en a qui veulent. Il y en a qui, il y a tout type de paillage. Il y a il y a du paillage minéral. Moi je suis pas trop fan, mais moi je suis plus fan du paillage. J'ai envie de dire naturel, même si le minéral c'est naturel, mais du paillage qui va se dégrader dans le temps, quoi. Parce que ça va nourrir le sol, alors que le minéral ça nourrit pas forcément le sol, même si ça joue le rôle. Bref, en tout cas, le paillage, ça peut aussi jouer un côté esthétique, que ça soit même du BRF, de la paille, du foin ou autre. Et d'ailleurs, on va parler maintenant des différents types de paillage et de leur utilisation. Donc, le premier paillage dont on va parler, ça va être la tonte de pelouse. En plus, on est entre guillemets en plein dedans, hein. J'imagine que tu as déjà commencé à tondre. Voilà. Il y a en ce moment, l'herbe a pas mal poussé. C'est vrai qu'on a besoin un peu de faire de la place, peut-être se faire des chemins. J'ai fait aussi un podcast sur la tonte différenciée, si ça t'intéresse. Tu me le dis et je le mettrai en description. Je commence à avoir pas mal de sujets abordés. Donc, voilà. Donc, la tonte de gazon, la pelouse, tout ça, quoi. C'est un paillage hyper facile qui respecte le principe dont on parlait au début. Le meilleur paillage, c'est celui qui est au sein de ton jardin. Donc, la tonte de pelouse, c'est le paillage universel. Donc, l'avantage, c'est que c'est gratuit et qu'on peut le trouver facilement. Même si tu as un balcon ou juste une terrasse, c'est assez facile à trouver quand même de la tonte de pelouse. On a tous déjà entendu un de nos voisins dans notre quartier ou autre en train de
quelqu'un qui tond la pelouse. Après, il faut voir si c'est de la bonne pelouse. Voilà, si t'es en ville qui tond un parc où il y a plein de mégots ou autre, c'est pas top. Mais voilà, la pelouse, c'est hyper facile à trouver. Malheureusement, ça devrait être plus difficile à trouver, mais voilà, c'est pas encore le cas. L'autre avantage de la tonte de pelouse, c'est que c'est riche en azote. Donc, comme je disais, il y a la matière organique carbonée qui va plutôt apporter du carbone, qui va structurer ton sol, mais qui va pas forcément apporter des nutriments. Et tu as la matière organique azotée qui, elle, est plus riche en nutriments. Et la tonte de pelouse, c'est très, très, très azoté. En gros, dans la matière organique qui est riche en nutriments, tu as l'azote, le phosphore et le potassium, qui sont les trois principaux éléments qu'on va retrouver dans un bon engrais et dans le besoin des plantes. Et l'azote, c'est vraiment ce qu'il y a principalement dans la tonte de pelouse. Et l'azote, c'est l'engrais, le nutriment, l'élément qui va permettre à la plante de pousser, de faire ses feuilles, de faire voilà, surtout son feuillage, quoi. Voilà, ensuite, l'autre avantage, c'est que c'est facilement trouvable, comme on a dit. Maintenant, on va passer aux inconvénients. C'est que c'est pas trouvable toute l'année. La tonte, on la fait pas, voilà, ton voisin, il tombe moins en hiver. Toi, même, tu tombes moins en hiver. Donc, voilà. Mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir compléter, on verra plus tard, avec des feuilles mortes. On verra juste après. Donc, quand il y a moins de tonte de pelouse, généralement, ça va avec le fait qu'il y a plus de feuilles mortes. Donc, déjà, tu vois, avec ces deux choses, tonte de pelouse et feuilles mortes, si tu as un jardin où il y a un petit peu de pelouse et quelques arbres quelques arbres caducs qui perdent leurs feuilles, eh bien déjà, tu as quelque chose, tu vois, tu as un espèce de cycle qui fait que tu peux être déjà autonome, semi-autonome en paillage. Et tout ça, pareil, c'est à penser pendant la phase de design. Comment est-ce que je vais pouvoir créer des feuilles, comment je vais pouvoir créer du paillage avec de la tonte de pelouse, des feuilles mortes, des arbustes ou des végétaux que je vais tailler en hiver et que je vais pouvoir, desquels je vais pouvoir récupérer les tailles, tout ça, quoi. Voilà, tout ça, ça se réfléchit au moment du design et comme ça te permet d'être beaucoup plus autonome en paillage et éviter d'aller chercher, d'aller acheter dans les jardineries des petits sacs de paille là pour les lapins ou quoi. Et enfin bref, pas longtemps on m'en a parlé de ça. Est-ce qu'il faudrait que j'aille acheter de la paille pour les lapins au supermarché pour pailler mon jardin? Je vois, ça fait c'est pas top. Vaut mieux aller sur le bon coin, tu marques paille, tu marques foin, mais bon, tout ça on va le voir juste après, comment trouver toutes ces matières organiques, la paille et le foin notamment. Et donc voilà, c'est pas trouvable toute l'année, mais voilà, ça se complète avec des feuilles mortes. L'autre inconvénient, c'est que la tonte de pelouse, ça a tendance à chauffer. Donc c'est-à-dire que voilà, ça va chauffer tout simplement. C'est une matière donc qui est très azotée. Donc, je sais pas si tu as remarqué, quand tu mets par exemple de la tonte de pelouse en tas dans un coin du jardin, ça fume le lendemain matin. Ça fume, c'est chaud parce que voilà, il y a énormément ça dégage énormément de gaz, les micro-organismes à l'intérieur, ils se développent très rapidement, donc du coup ça chauffe. Et donc ça peut être un désavantage, un inconvénient, mais ça peut être aussi un avantage. C'est pour ça que c'est compliqué, là je parle d'avantage, d'inconvénient, mais en fait ça dépend de la façon dont on voit les choses. On pourrait plutôt parler de caractéristiques. Donc une des caractéristiques de la tonte de pelouse, c'est que ça chauffe. À certains moments ça va être chiant parce que si on met en paillage de la tonte de pelouse fraîche et qu'on les colle à une plante ou autre, ça peut brûler le tronc, ça peut brûler les feuillages, ou même les racines, si les racines sont un petit peu ressorties. Donc voilà, c'est un peu une matière, on va dire, la tonte de pelouse un peu délicate quand on les rapproche des plantes qu'on cultive. Donc on va essayer de faire du paillage avec de la tonte de pelouse, mais pas forcément en collant tout ça à nos plantes, mais plutôt voilà, autour, on va dire. Et donc voilà, c'est une caractéristique, c'est pas vraiment un inconvénient. Mais on va rester sur le truc avantage-inconvénient. L'autre inconvénient de la tonte de pelouse, c'est que ça peut rapporter des mauvaises herbes. Donc en général, c'est vrai que quand on fait de la permaculture, quand on a une conscience écologique, on essaye de ne pas tondre toutes les semaines. On essaye de laisser durer
le gazon, la pelouse. L'inconvénient, c'est que derrière, on risque de... tu vois, les plantes, en fait, au bout d'un moment, elles font leurs fleurs, même le gazon, puis des fois, tu as peut-être un pissenlit ou deux, tu vois. Et donc, il va y avoir les fleurs, et après, les fleurs vont faire des fruits et des graines. Et du coup, si tu attends un peu trop et que tu laisses tes plantes, surtout celles que tu veux pas, comme par exemple le gazon pur, après qu'il y a un pissenlit ou deux ou une pâquerette sur ton potager, c'est pas grave, parce que c'est quand même des plantes qui sont consommables, que tu peux... Voilà, le pissenlit, tu peux manger les feuilles, manger les fleurs, tu peux faire du café avec les racines. Les pâquerettes, pareil, tu peux faire des macérats, tu peux les manger aussi comme ça. Enfin, voilà, il y a plein d'utilisations de ces mauvaises herbes, on va dire. Mais ça, bien, pareil, le gazon, par contre, le gazon, voilà, c'est pas top. Le gazon, il fait sa graine, hop, après, du coup, toi, dans ton potager, t'as du gazon qui pousse. Ça fait un peu chier, on va pas se mentir. Donc voilà, ça peut être un inconvénient. C'est à surveiller, quoi. Voilà, essayer de voir quand est-ce que c'est le meilleur moment. Ou si j'ai tondu, finalement, quand il y avait de la graine, bah, je vais peut-être le mettre sous une haie ou, tu vois, ailleurs. Ensuite, comment on va utiliser la tonte de pelouse? Les meilleures utilisations, en fait, il y en a deux. Hein. Ça va être le potager au printemps. Comme je disais, l'avantage, l'inconvénient qui se transforme en avantage, la caractéristique qui fait que le gazon chauffe, bah, on peut l'utiliser en avantage au potager au printemps pour réchauffer le sol. Voilà, tu as laissé ton potager tout l'hiver recouvert avec un paillage quelconque. Et il commence à faire un peu plus soleil, ton potager commence à être exposé au soleil, et si tu laisses ton paillage, bah dessous ça va rester frais. C'est un peu comme l'eau, quoi. L'eau, elle met longtemps à se réchauffer, quoi. Dans un fleuve, une rivière, elle met du temps à se réchauffer, quoi. Même un étang ou autre. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut enlever le paillage quand on tombe. On enlève le paillage du potager ou autre, où là on veut mettre, où on veut semer, où on veut réchauffer la terre, et on étale du gazon et on peut recouvrir directement avec le paillage ou pas. Et en fait, le gazon il va chauffer dessous, il va chauffer comme je disais, et en chauffant, il va réchauffer ton sol. Et en plus, si tu mets le paillage par-dessus, si tu laisses, voilà, la nuit tu repailles, on va dire, enfin. Après, voilà, on fait comme on peut. Hein. Si tu peux repailler la nuit, redécouvrir quand il y a du soleil, recouvrir quand il n'y a pas de soleil. Si tu vis à côté de ton potager, bah tu peux. Hein. Tu découvres quand il y a du soleil. Dès il y a plus de soleil et c'est la nuit, tu recouvres pour garder la chaleur, etc., etc. Mais voilà, le but c'est de comprendre que la tonte de pelouse ça chauffe et du coup, bah cette chaleur on peut la réutiliser au potager, on peut la réutiliser si tu as une serre par exemple, ça peut servir. Voilà, il y a plein de façons de réutiliser cette chaleur, cette énergie. Et donc voilà, tu peux mettre aussi dans une lasagne tout simplement du paillage. Surtout dans la lasagne, par exemple. Avant, tu sais, en gros, la lasagne, il y a plein de façons de le faire. Mais en gros, c'est accumuler des couches de matière organique sèche, matière organique carbonée, avec des matières organiques azotées. Et si tu as fait une lasagne, oublie pas la fin d'azote. La fin d'azote, en gros, c'est que si tu termines une culture en lasagne par de la matière organique carbonée, donc par exemple des feuilles mortes, et que par-dessus ces feuilles mortes, tu mets de la terre, parce qu'en général, en dernière couche de lasagne, on va mettre de la terre. Donc si tu mets de la terre sur tes feuilles mortes, et ben en fait, il va y avoir une fin d'azote, ça s'appelle une fin d'azote, parce qu'en fait, les feuilles mortes, elles vont aspirer l'azote qui est présent dans ta terre, donc elles vont appauvrir ta terre. Donc à ce moment-là, on va toujours finir une lasagne par une couche de matière azotée, pour pas qu'il y ait cette... comme ça, après, cette matière azotée, on va rajouter la terre par-dessus, et la matière azotée parce que si tu finis ta lasagne par un peu de gazon frais, et après, par-dessus ton gazon frais, tu rajoutes la terre pour terminer ta lasagne, et ben le gazon frais qui est en dessous, il va pas aller puiser dans la terre l'azote, parce que lui, il est déjà plein d'azote. Donc du coup, c'est pour ça que c'est intéressant. Si tu as une petite lasagne à terminer, même si tu avais terminé par, je sais pas, des déchets de compost ou autre, non dégradés, hein, je précise, si tu avais une matière organique azotée, et ben pourquoi pas, tu peux mettre un petit peu de gazon, et là, tu es sûr que si tu mets de la terre sur du gazon, et ben là, tu es sûr qu'il n'y aura pas de fin d'azote, et du coup, ta terre, elle va rester riche. Même si, entre nous, c'est pas grave, parce que si tu as fait une lasagne, quand même, tu vas avoir un sol quand même qui va être riche
en dessous, si tu as utilisé des bonnes matières organiques, ça va quand même être une zone de culture qui va être très riche. Après, voilà, la lasagne, hein, j'ai pas fait un podcast dessus, d'ailleurs, je ferais que j'en fasse un. À quel moment on utilise la culture en lasagne ou pas, mais c'est pas quelque chose qui est tout le temps pertinent, donc on en reparlera peut-être dans un autre podcast. Ensuite, on va parler des feuilles mortes. Alors, l'avantage de la feuille morte, c'est que c'est pareil que le gazon, c'est gratuit et on en trouve facilement et localement. Les inconvénients, c'est que tu n'en as pas toute l'année. Mais, comme je disais, quand il n'y a pas de feuilles mortes, en général, il y a moyen de faire un petit peu de tonte de gazon. Donc, on peut compléter le manque de feuilles mortes avec le gazon. Même si les feuilles mortes, il y en a quand même... on arrive vite à la fin. Après, ça dépend. Voilà, si tu as une forêt dans ton jardin, bah là, tu auras des feuilles mortes en grande quantité. Mais c'est vrai que les feuilles mortes, si tu n'as que quelques arbres, ça va vite être utilisé, quoi. Mais voilà, il n'y en a pas toute l'année, mais tu peux compléter avec le gazon. L'autre inconvénient, c'est que ça peut être long à se dégrader. Voilà, tout dépend, comme je disais, on a aussi des paillages minérales, on va en parler un peu plus tard. Mais voilà, ça fait partie, les feuilles mortes. Certaines feuilles mortes, comme par exemple le platane, c'est très long à se dégrader. Le chêne, les feuilles de chêne, feuilles mortes de chêne. Le châtaignier, tu vois, toutes ces plantes, ça va être des plantes, enfin des feuilles mortes qui vont être plutôt assez longues à se dégrader. Ça peut prendre parfois plus d'1 an. Donc voilà, tout dépend de ta stratégie. On va dire si c'est pour le potager, on va essayer de trouver des plantes des feuilles mortes qui se dégradent rapidement, comme par exemple le tilleul. C'est une feuille qui se dégrade en quelques semaines. Le tilleul, il s'est dégradé, quoi. Le catalpa aussi, toutes ces plantes-là. Ça fait des grosses feuilles et qui se dégradent très rapidement. Ça, c'est très intéressant pour le potager. Catalpa et Paulownia. Parce que voilà, c'est du paillage qui va se dégrader rapidement, donc il va aussi rapidement nourrir ton sol. Mais voilà, tu vas pas te retrouver en fin de saison avec un tapis de feuilles mortes. Si après tu veux enchaîner sur d'autres cultures, c'est toujours embêtant d'avoir en fin de saison un paillage et tu sais pas trop quoi en faire. Tu vas le mettre de côté, après tu vas le remettre. Enfin, tu vois le truc. Donc ça peut être intéressant pour certaines cultures d'utiliser du paillage qui va se dégrader rapidement. Donc voilà, à vérifier, quoi. J'ai pas une liste là, complète de quelle est la meilleure plante, enfin quel est le temps de dégradation de chaque feuille morte. Mais en gros, voilà, le platane, le chêne, le châtaignier, c'est plutôt long. Et le tilleul, le catalpa, le paulownia, c'est plutôt rapide. Puis voilà, il y a plein d'autres plantes, d'autres types de feuilles. Ensuite, un autre inconvénient, c'est que ça s'envole vite. Les feuilles mortes, ça s'envole vite, tout simplement. Donc voilà, après il y a des techniques, hein. Tu peux mettre des pierres, tu peux mettre planter des bâtons, des trucs comme ça pour éviter que ça s'envole. Mais voilà, c'est à savoir que voilà, au bout d'un moment, certaines feuilles peuvent vite s'envoler, donc c'est un peu chiant. Tu vois, je sais pas, tu vas passer peut-être 1 heure à pailler ton jardin. Tu vas aller te coucher, il va y avoir un peu de vent la nuit, tu vas te réveiller le lendemain, en fait toutes les feuilles sont retournées là où tu les as ramassées, ça fait un peu chier, donc voilà. Tout dépend aussi comment tu as exposé ton potager, pareil, j'en reviens toujours au design, c'est au moment du design qu'on réfléchit au vent, comment il circule, est-ce qu'on va gérer le vent, comment on va gérer la lumière, etc., etc. Donc c'est vrai qu'au potager, on essaye d'éviter qu'il y ait des trop gros courants d'air. Et dans ce cas-là, ça peut aussi permettre d'éviter ce problème que les feuilles mortes s'envolent, quoi. Ensuite, comment on va utiliser les feuilles mortes ? Tu peux les utiliser au potager si elles se dégradent rapidement. Et si c'est du platane, du chêne ou autre, que ça met un peu plus de temps à se dégrader, tu peux t'en servir sous les haies. Si tu as des haies, si tu as des jeunes arbres que tu as plantés, des fruitiers ou autres, ça peut aussi servir au pied de ces arbres pour maintenir l'humidité, pour enrichir le sol, etc., etc. Et tu peux aussi, si par exemple tu as des massifs de plantes plutôt aromatiques, médicinales, ou des petits arbustes, ou des fleurs perpétuelles qui vont se renouveler chaque année, voilà, ailleurs que le potager, ça peut être intéressant si tu as déjà un paillage. Par exemple, si tu as du BRF, moi ce que j'aime bien faire, c'est sous le BRF, ou même si tu as du foin ou autre, c'est que tu vois, ça permet aussi
de faire un sous-paillage. Je sais pas, moi je m'en sers un peu des fois comme ça, des feuilles mortes, de sous-paillage, parce que ça a aussi l'avantage que quand tu le mets sous du BRF ou un foin qui est bien tissé, on va dire, en paillage, eh ben, tes feuilles elles vont être dégradées plus rapidement. Si tu as justement des feuilles qui se dégradent lentement, bah, le fait de les mettre directement sous un paillage, bah, ça va tout de suite les mettre dans le cycle de la dégradation de la matière organique. Donc ça va un petit peu nourrir ton sol, on va dire. Et en plus, ça va éviter qu'elles s'envolent. Donc moi, j'aime bien des fois des feuilles mortes. Si tu sais pas trop quoi en faire, bah, les mettre sous un paillage quelque part. Et du coup, ça conserve encore mieux l'humidité. Et c'est vrai que les feuilles, elles ont aussi souvent tendance à sécher rapidement. Donc le fait de les mettre sous le paillage, bah, elles restent constamment humides et ça accélère aussi la dégradation. Voilà. Ensuite, on va parler un petit peu du foin. Le foin, tout simplement. Alors, le foin, je sais qu'il y a des personnes qui ne savent pas la différence entre le foin et la paille. En gros, le foin, c'est, imagine un champ, un pâturage avec des animaux ou pas. Et en gros, tu laisses le champ, tu vois, tu laisses pousser l'herbe, tout simplement. Et tu viens en mai, juin ou autre. Quand l'herbe est très haute, tu viens avec le tracteur et tu fais les foins, comme on dit. Tu coupes toutes les herbes, tu laisses sécher. Et une fois que c'est sec, tu reviens et tu fais des bottins de foin. Je sais pas comment on appelle ça, des ballotins, des bottins, ce que tu veux. Tu fais des cubes de foin et après, voilà, c'est ça le foin. En fait, c'est de l'herbe qui a poussé dans un champ et qu'on vient couper et qu'on laisse sécher quelques temps et après on vient faire du foin. Et la paille, c'est tout simplement des tiges de blé ou autres. C'est des tiges de plantes qu'on a cultivées et après la récolte, quand on a récolté ce qu'on voulait, en l'occurrence pour le blé, ça va être la graine, et ben à ce moment-là, on va venir, une fois que la graine est récoltée, ben on va venir couper les tiges et les tiges, elles vont servir aussi de paillage pour soit nourrir les animaux ou pailler ton jardin. Et donc voilà la différence entre le foin et la paille. Le foin, c'est ce qu'il y a dans le champ, les herbes qui poussent un petit peu comme ça et que tu viens couper et que tu rassembles. Et la paille, c'est dans les champs d'agriculture. Quand on a récolté le blé, bah, il reste les tiges du blé et là on vient couper et paf, on fait de la paille comme on dit quoi. Alors l'avantage du foin, c'est que c'est facilement trouvable, bah, surtout dans les régions où il y a plus d'élevage de bovins ou autre. Ouais, si chez toi on fait plus d'agriculture, on va dire, si chez toi il y a plus de maïs ou du colza ou autre, bah, toi tu auras peut-être plus facilement, tu trouveras plus facilement de la paille si ça cultive du blé ou autre. Et donc voilà, le foin c'est facilement trouvable. Même franchement, ça à peu près de partout tu peux en trouver. Donc voilà, pour le trouver, je te dirai comment on en trouve un peu plus tard. Mais voilà, le foin, ce qui est bien, c'est que ça te nourrit le sol. Et parce que c'est la différence entre le foin et la paille par rapport au taux de matière organique carbonée et matière organique azotée qu'ils contiennent, c'est que le foin, vu qu'à la base c'est de l'herbe, eh ben, il va toujours avoir un petit peu plus de matière organique azotée dans le foin que dans la paille, parce que la paille, c'est la tige d'une plante, donc c'est vraiment que du carbone, c'est que de la lignine, quoi, c'est que de la matière sèche. Donc l'avantage du foin, on va dire, c'est que ça nourrit un petit peu le sol. Après, les inconvénients, c'est que comme la tonte de gazon par exemple, c'est que ça peut contenir des graines. Donc tu peux avoir des graines aussi dans ton foin. Moi, personnellement, j'ai quasiment 80% du temps dans mes jardins, c'était du foin que j'utilisais et j'ai jamais eu de problème de graines, de gazon qui poussait spontanément ou de blé. Enfin, non, jamais eu de problème avec le foin. Voilà, je le signale comme ça, mais moi, ça m'est jamais arrivé. Pourtant, quand ils récoltent, c'est tout en graines et tout, hein. Mais bon, moi, ça m'est personnellement jamais arrivé. L'autre inconvénient du foin, c'est que moi aussi j'ai remarqué justement en l'utilisant que c'est un très bon abri à limaces. Donc les limaces adorent le foin. Donc voilà. Après, j'ai envie de dire que tous les paillages, les limaces adorent tous les paillages. Mais c'est vrai que dans le foin, voilà, sous le foin, c'est quand même facile pour elles, j'ai l'impression, d'aller dedans, de sortir, tout ça. Enfin voilà. C'est un très très bon abri à limaces. Après, comment on utilise le foin? Bah, c'est bien pour un paillage d'hiver.
Quand je parle d'un paillage d'hiver, c'est la saison hiver. Parce que voilà, c'est un matériau que tu vas mettre et qui va... Tu vois, si par exemple, tu as une zone potagère que tu veux pas cultiver spécialement en hiver, t'as pas eu le temps ou autre, moi même si je conseille vraiment de toujours cultiver, laisser en culture les plants, soit mettre des engrais verts, soit laisser pousser les mauvaises herbes, entre guillemets, et les enlever au printemps. Ça fait du boulot par contre. Mais voilà, si t'as pas le temps, tu sais que ça va être trop problématique pour toi et que finalement tu décides de pailler, bah ça va pas aider ton sol. Mais bon, si tu dois le faire, fais-le avec du foin parce qu'au moins le foin ça se dégrade rapidement et du coup au printemps il se sera dégradé et c'est terminé. Mais comme je disais, le meilleur paillage, hein, c'est celui que tu trouves facilement si ton voisin il a de la paille. Bah déjà, il faut que ça soit de la paille bio parce que le foin en général c'est toujours du bon, enfin le foin il n'y a jamais de traitement chimique dessus, alors que la paille il peut y avoir des traitements vu que ça vient de l'agriculture, il peut y avoir des traitements fongicides, herbicides, etc. Donc si tu choisis la paille, vérifie bien que ce soit bio, que ce soit de la culture issue de l'agriculture biologique, voilà. Ensuite donc la paille tout simplement. La paille, l'avantage qu'elle a, c'est que c'est un super isolant. Parce que dans la paille, il y a beaucoup d'air. Vu que c'est des tiges de plantes, des tiges de blé, on va partir sur la tige de blé, hein, et ben, à l'intérieur de la tige, il y a de l'air, et le meilleur isolant, finalement, l'air, c'est un très très bon isolant. Donc, par rapport aux autres paillages comme le foin, hein, on va prendre l'exemple du foin et de la tonte de gazon qu'on a déjà eu, ou même les feuilles mortes, il n'y a pas forcément d'air dans ces paillages-là, et dans la paille, il y en a. Et du coup, par rapport aux autres paillages, il va être encore plus isolant. Pareil, avantage, inconvénient, tout dépend des situations. Là, je l'ai mis dans l'avantage, parce que je trouve que c'est un avantage à certains moments. Mais par exemple, au printemps, ça va être un inconvénient, parce que ça va encore plus isoler, ça va rendre encore plus la tâche difficile pour la chaleur du soleil, pour la faire pénétrer dans ton sol. Donc voilà. L'autre avantage ou inconvénient, ça va être la dégradation qui est un petit peu plus lente, qui est quand même assez lente par rapport au foin. Donc la paille, ça peut rester plusieurs mois, voire une année, voire un peu plus. Donc voilà, au potager, c'est bien parce qu'on n'aura pas besoin de renouveler le paillage. Mais comme je disais, à certains moments, si on veut intervenir pour faire des semis ou autre, on sera obligé de... après, tout ça, c'est d'optimisation, hein. Quand tu connaîtras bien les matériaux que tu utilises, la paille, le foin et tout, tu pourras dire, là, je sais que je vais pailler, et là, je vais pas pailler pendant... je vais laisser la paille comme ça pendant... non, plutôt le foin, par exemple. Là, je sais que je vais mettre du foin, et après, dans 3 mois, le foin il sera dégradé, et ça sera pile le moment où j'aurai besoin que la terre soit nue pour faire un tel ou tel semis. Donc du coup, après, tu vois, tu vas avoir des stratégies qui vont se développer à force de faire les choses, tout simplement, hein. Et du coup, voilà, il faut savoir que la paille, c'est quand même plus long que le foin, donc ça peut rentrer dans une autre sorte de stratégie, où on va pailler pour du plus long terme, quoi, on va dire. Ensuite, l'inconvénient de la paille, c'est que c'est pauvre en nutriments. Comme je disais, on est juste sur de la tige de plante. Voilà, c'est la tige de blé. Il n'y a pas de verre, quoi, il n'y a rien, c'est juste du carbone. Donc voilà, c'est quand même pauvre en nutriments. Ça peut provoquer une faim d'azote, vu que c'est un peu plus pauvre en nutriments et plus riche donc en carbone. Ça peut avoir cet effet-là sur ta terre. Si tu mets beaucoup de paille, la paille peut absorber les nutriments de ta terre, appauvrir ta terre. Mais bon, si quand même tu as un sol qui est vivant, dans lequel tu as enrichi ce sol, que ça fait plusieurs années que tu fais peut-être du compostage de surface ou autre, voilà, il y a quand même une bonne réserve. Le sol, c'est un peu comme un frigo, quoi. Si ton frigo il est plein, il y a de quoi se servir pour tout le monde. Donc voilà, tout simplement, ça peut être fin d'azote. Si tu as déjà un sol pauvre, je te conseillerais pas forcément d'utiliser la paille, mais plutôt peut-être du gazon, du foin ou autre. Tout ça pareil, ça se voit dans l'analyse du terrain.
D'ailleurs, j'ai fait un podcast, je t'invite à aller le voir aussi, ce podcast sur l'analyse de terrain. Je mettrai le lien en commentaire si tu veux. Si je l'ai oublié, tu me diras, mais je pense que je vais oublier. De toute façon, il y en a trop là. Mais voilà, c'était il y a un ou deux épisodes. Je crois que c'était même celui de la semaine dernière, mais je te laisse aller voir tout ça. Et donc voilà. L'autre problématique, j'en parlais tout à l'heure, c'est les résidus chimiques dus aux fongicides et qu'ils utilisent avant la récolte. Je ne vais pas aller dans le détail, mais en gros, avant de récolter la paille, on va mettre des fongicides pour qu'il n'y ait pas de champignons qui se développent quand on va stocker le blé. Donc en général, si c'est pas de l'agriculture biologique, tu auras probablement du fongicide et même possiblement, je sais pas si ça se fait, mais possiblement il peut y avoir des traitements bio-fongicides. Donc du coup, tu peux te retrouver avec de la paille qui contient du poison pour tes champignons. Et les champignons du sol, on connaît leur rôle. Ils ont un rôle très important pour connecter les plantes avec plus d'eau, avec plus de nutriments. Je ne vais pas rentrer en détail là-dessus non plus, mais on évite de mettre des fongicides. C'est pareil que les herbicides, c'est même pire, on va dire, parce que ça va tuer ton sol, le fongicide. Donc voilà, bouillie bordelaise, tout ça et tout, je suis pas trop fan. Parce que voilà, ça tue justement les champignons. Ensuite, comment on va utiliser la paille? Donc la paille, c'est intéressant pour les allées de ton potager. Voilà, si vraiment t'as pas le choix, voilà, si tu as beaucoup de paille et que tu as le choix justement d'avoir du foin, de la tonte de gazon, et franchement, ta paille, mets-la dans tes allées, ça dure plus longtemps. C'est quand même voilà, c'est intéressant. C'est intéressant la paille pour les allées où tu circules, quoi, tout simplement. Pardon. Ensuite, le BRF, donc le bois raméal fragmenté. Donc ça, c'est tout simplement le bois raméal fragmenté, le BRF. Un bon BRF, c'est comme le bon chasseur, hein. Un bon BRF est composé de maximum 20 à 25% de résineux. Si tu récupères du copeau de bois et c'est uniquement du résineux, du sapin, du Douglas ou je sais pas quoi, ça va pas être top du tout pour ton sol, ça va apporter de l'acidité. Donc maximum, essaye déjà de voir quand tu récupères de BRF, demande de quoi est composé ce BRF, et le mieux c'est qu'il soit composé d'arbres feuillus, qui sont, voilà, comme je disais, 80%, il faut que ça soit des arbres feuillus, et 20% max de résineux. Voilà, et pareil, je crois que le maximum d'un rameau ne doit pas être plus gros que 2-3 cm. Des gros morceaux de BRF, c'est pas top non plus. Voilà, 2-3 cm, c'est pas mal. Et si c'est 3-4 cm, ça va encore. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Mais en gros, oui, si par exemple tu as une entreprise d'élagage ou si tu habites en ville ou autre et qu'il y a les élagueurs, des élagueurs si tu vois des élagueurs, s'ils élaguent des arbres feuillus, c'est pas souvent le cas, hein, quand en général on élague, ça peut être des platanes, des chênes ou autres. Enfin, on élague surtout des arbres qu'on va utiliser dans les jardins pour des arbres ornementaux. On élague rarement des arbres en forêt, mais pourtant c'est là où c'est le meilleur BRF. Mais bref, renseigne-toi sur d'où vient ce BRF, parce qu'en fait finalement les élagueurs, tu sais, quand ils broient les branches dans leur broyeur, en fait ça te fait du BRF tout simplement derrière. Donc tu as juste à aller le récupérer, parce que eux finalement ils vont l'emmener, quoique maintenant ça se fait de plus en plus quand même. Je pense qu'ils ont compris qu'il y avait une valeur derrière ce broyat d'élagage, donc voilà, de plus en plus, et ils ont conscience que ça a de la valeur, donc demande quand même, on sait jamais, mais voilà, sache que tant que en fait le BRF c'est du bois raméal fragmenté, ça veut dire que c'est des jeunes rameaux d'arbres, et généralement d'arbres feuillus, donc ça veut dire que c'est des branches qui sont encore vertes, c'est des branches de l'année, tu vois, c'est pas des vieilles branches toutes dures, limite le tronc, tu vois, c'est vraiment des branches qui ont 1 an, maximum 1 an, 2 ans grand max, quoi. C'est des jeunes branches, donc en général quand il y a élagage, en général on coupe les jeunes branches, elles y passent, quoi. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir
des élagueurs. Donc ça peut être facile, ça l'est de moins en moins, mais voilà. L'autre avantage du BRF, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire épais. BRF, tu fais un paillage de quelques centimètres, tu vois. La paille, il faut mettre 20 à 25 centimètres parce qu'après ça va se tasser, tu vois. C'est une matière qui est qui prend rapidement du volume, alors que le BRF, tu fais 2, 3, 4 centimètres d'épaisseur et c'est déjà pas mal, quoi. Donc pas besoin de faire épais. L'autre avantage du BRF, c'est que ça va apporter beaucoup de carbone, même s'il y a quand même de l'azote dans le sol, mais ça va quand même apporter beaucoup de vie. Ça peut même aussi développer des champignons, des mycorhizes, donc des champignons pour la vie du sol. Vu que c'est beaucoup de bois, beaucoup de lignine, les champignons vont rapidement se développer sur la lignine et ça peut rapidement relancer la vie d'un sol pauvre. Après, si le sol il est que sableux, il faut aussi apporter de la matière organique parce que tu mets du BRF sur du sable, ça va rien faire en fait. Il faut quand même qu'il y ait une base de matière organique. Donc voilà, mais ça quand même, ça apporte de la structure, ça peut aider. Voilà. Les inconvénients, c'est que ça va être long à se dégrader. Le BRF, c'est très long, c'est plusieurs années. Ça varie en fonction de ce que tu vas récupérer comme essence d'arbre, comme espèce d'arbre. Et voilà, mais bon, ça peut être long à se dégrader, mais des fois, ça peut être un avantage. Pareil, il y a toujours cette fin d'azote. Si tu mets du BRF sur un sol pauvre, oublie pas qu'il va aussi manger les nutriments qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est un peu en contradiction avec ce que je disais, mais pour démarrer, pour donner un petit coup de boost à ton sol, c'est bien. Mais après, sur le long terme, ça peut aussi empêcher ton sol de faire son stock de nourriture, un peu comme l'histoire du frigo, tu vois. Donc voilà, c'est bien pour démarrer, pour donner un coup de boost, comme l'engrais dans le compost, par exemple. Pas l'engrais, comme je commence un petit peu à fatiguer là, avec le podcast. Comme l'ortie. L'ortie, c'est une plante qui va donner un coup de boost à un compost, qui va lancer ton composteur, qui va lancer la levure, le levain dans ton compost, quoi. Ça va donner un coup de boost. Donc voilà. Pareil, ça peut, donc, comme je disais, provoquer une fin d'azote. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit pouce. Je le dis pas assez souvent, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent sans s'abonner, donc je te le redis un petit coup. N'oublie pas de t'abonner et à laisser un pouce et à partager. On continue, donc ça peut acidifier le sol. Comme je disais, si tu mets un BRF composé uniquement de conifères, de Douglas ou autre, ça peut acidifier ton sol, donc à faire attention, toujours la provenance, qu'est-ce que c'est comme broyat, de quel bois, et après tu te renseignes, est-ce que c'est un bois qui est plutôt acide, est-ce que c'est un bois qui est plutôt pas acide, et voilà. Comme je disais, tu peux l'utiliser dans les sols pauvres, légers et sableux. Pareil, j'ai fait un podcast sur si tu as un sol pauvre, léger, sableux, j'ai fait un podcast comment produire de la matière organique sans en produire soi-même, enfin bref. Pareil, c'est un podcast qui doit avoir peut-être 6 mois, 1 an. Ouais, presque 1 an, je crois que je l'ai fait l'été dernier. Bref, pas l'été dernier, mais peut-être à la rentrée, quoique c'était en juin, je crois, de l'année dernière. Bref, ça fait peut-être 1 an. Donc, remonte dans les épisodes de podcast, tu devrais le retrouver. Et voilà pour le BRF. Pense à pas trop faire épais, hein. Trop épais après, c'est pas bon non plus. Et donc voilà. On va passer donc à un prochain paillage. Et ce prochain paillage, c'est le compost. Donc le compost, tu as aussi le lombricompost, tu as aussi le fumier. Donc tous les paillages comme ça. L'avantage de ce genre de paillage, c'est que ça enrichit le sol, ça va apporter énormément de nutriments, de matière azotée surtout. Même le fumier, hein, même si c'est pas des plantes vertes, même si c'est pas vert, le fumier c'est très riche en azote. Il y a aussi beaucoup de phosphore et beaucoup de potassium dans le fumier, mais voilà, c'est principalement l'azote on va dire que l'azote prédomine dans le fumier. Et pareil, lombricompost, compost, c'est vraiment tu vois, ça peut être intéressant, par exemple, si tu as du BRF, de mélanger, de faire une première couche de compost et de lombricompost, et par en dessus, paf, tu mets du BRF, et là, tu relances ton sol comme jamais. Donc, voilà, à voir.
Les inconvénients, c'est que c'est difficile à trouver. C'est pas que c'est difficile à trouver, c'est que c'est long à produire, on va dire quoi. Un compost, ça peut mettre du temps. Un lombricompost, c'est pareil. Du fumier, pareil, ça dépend si tu as beaucoup de chevaux, mais je parle de fumier de cheval, moi en général, mais tu as aussi d'autres fumiers, mais bon, le mieux c'est le fumier de cheval, fumier d'âne. Donc voilà, ça peut être ça peut être difficile à trouver, hein. Ça peut être long à produire. Donc à voir, ça peut être un complément, mais c'est très très intéressant. Après attention aux excès toujours, hein. Trop de matière riche, ça peut être aussi au bout d'un moment une sorte de pollution, hein. La nature elle a besoin d'un équilibre et donc si tu peux mélanger plusieurs de ces paillages qu'on vient de voir, plus t'en mélanges, plus c'est intéressant aussi pour ton sol, pour la diversité, etc., etc. Oublie pas ça surtout. Et voilà, tu peux l'utiliser, le compost, lombricompost et fumier au potager, pour tes jeunes plantations d'arbres fruitiers, pour si tu fais des patates aussi. Donc, pardon. Donc, voilà pour le compost et le lombricompost. Ensuite, la paille de chanvre. Alors, la paille de chanvre, c'est tout simplement de la paille de chanvre. C'est un peu comme le blé, sauf que ça vient des cultures de chanvre. On en trouve beaucoup en jardinerie. C'est pour ça que j'en parle. C'est très esthétique, tu vois, c'est blanc, ça fait joli, quoi, ça fait propre. Et en plus, c'est super facile, c'est super malléable comme paillage. Donc c'est intéressant. Mais voilà, écologiquement, c'est pas top. Pas parce que c'est du chanvre, mais parce qu'en général, le chanvre, ça vient de loin. On n'en a pas beaucoup en France, des champs de chanvre. Donc si toi, tu connais quelqu'un qui cultive du chanvre, du CBD ou je sais pas quoi autre, là, eh ben, à ce moment-là, tu peux voir si après il broie, qu'est-ce qu'il fait de son chanvre, s'il le broie ou autre, et si tu peux le récupérer. Donc voilà. Mais aller acheter des gros sacs de chanvre en jardinerie sans savoir vraiment d'où ça vient, ça peut être pas top écologiquement, même si c'est un paillage qui est quand même joli, clair, presque blanc. Mais voilà. Donc c'est facile, comme je disais, c'est très flexible. Ça s'adapte bien à toute... voilà, c'est facile. Tu fais pareil comme le BRF, 3-4 cm, ça suffit. Et voilà, c'est léger, c'est facile, c'est bien, ça dure longtemps. Après, bon, ça perd un petit peu de sa clarté avec le temps, mais c'est quand même pas mal. L'inconvénient, donc je disais, c'est pas top écologiquement, c'est cher au final aussi, si tu l'achètes en jardinerie. Et voilà, après c'est difficile à trouver, mais bon, peut-être qu'avec les années, là, et la loi qui évolue avec le CBD, tout ça, bah, peut-être qu'on aura de plus en plus de facilité à trouver ce genre de paillage. Donc voilà, je voulais le noter aussi ici. Et c'est intéressant, pareil pour les plantes voilà, plutôt vivaces, aromatiques, plantes médicinales, les arbustes, les haies. Vu que c'est un paillage qui va quand même être un peu plus durable. Après, j'ai pas fait le test, mais comparé, je pense que ça sera pas aussi, ça durera pas aussi longtemps. Quoique ça dure quand même pas mal de temps, mais ça allège ton sol, tu vois, ça apporte de la légèreté, ça apporte de l'air aussi. Enfin bref, comparé à du BRF, la paille de chanvre, quand même, je pense que c'est pas aussi long. Mais par contre, c'est possiblement, ça dure plus longtemps que la paille tout court de blé. À voir, ça doit être équivalent hein, quand même. On n'est pas non plus sur une grosse différence, j'imagine. Et puis voilà. Et pour finir, il y a un autre... le podcast n'est pas fini, il y a encore pas mal de choses. On va voir aussi comment trouver le paillage gratuitement. On va voir comment pailler. On va voir... d'ailleurs, je me demande si je vais pas faire plutôt un autre épisode, parce que là, ouais, on a fait déjà presque 1 heure. Je sais pas, est-ce que je fais un autre épisode? Parce que ouais, ça fait trop long là, ça fait trop long. Ce qu'on va faire, on va arrêter cet épisode-là. Et ce que je vais faire, je vais en enregistrer un autre. Comme ça, la semaine prochaine, je te mettrai la suite de cet épisode où on verra comment pailler son jardin en permaculture, les erreurs à éviter, etc., etc. Et comme ça, ça sera. Et comment trouver du paillage gratuitement, etc., etc. Donc, abonne-toi. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Mets un petit pouce et partage ce podcast. Et puis voilà. Salut!